ravi de vous retrouver pour le journal de 13h de la télévision du Burkina. Les mutilations génitales féminines, un sujet toujours d'actualité au pays des hommes intègres. Indignés, les femmes montent encore au créneau pour que cesse cette pratique ancestrale. Il faut sévir, tolérance zéro contre les MGF, dira Sita Kabouré, l'époux du chef de l'État, président du Comité national de lutte contre la pratique de l'excision au Burkina. À suivre également dans cette édition la joie des candidats au concours direct session de 2016. Cette année, ceux qui ont vraiment le niveau vont réussir, disent-ils, car les épreuves administratives font plus appel aux tests de niveau qu'aux tests psychotechniques. Messieurs, dames, bienvenue au journal. Face à la persistance du phénomène de l'excision au Burkina, les femmes haussent à nouveau le ton contre cette pratique avilissante. Tout récemment, 3 fillettes en ont encore payé les frais ici même à Ouagadougou. Tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. C'est par voie de presse que l'époux du chef de l'État a engagé tout le monde au combat. Yafama Rojekam, Zalissa Sanfo. Plus d'un quart de siècle de lutte, mais les lames et les couteaux continuent à mutiler, à ôter une partie de la chair de beaucoup de jeunes filles. Le bout du tunnel pour la tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines n'est pas pour aujourd'hui. Et à cette conférence de presse, la présidente d'honneur du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision a dit toute son amertume face aux dernières actualités sur le phénomène des MJF. Des rumeurs persistantes et savamment distillées depuis un certain temps tendent à faire croire que les actions pour l'élimination totale des MGF au Burkina Faso sont un projet privé de certaines personnalités. Ces informations erronées induisent en erreur nombre de citoyens et prépare les esprits à un renoncement à leur engagement de ne plus exciser les filles. Pour Sika Kabouré, la tolérance zéro ne doit pas être une volonté, mais une norme, une règle à établir, et tous devraient s'engager pour sa mise en œuvre. Car il s'agit là, selon elle, de la défense de la dignité, de la vie, de l'autre moitié du ciel. Le guichet unique de foncier n'est pas connu de tous. C'est pourquoi l'Office national d'identification et la Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques ont animé une conférence de presse hier. Objectif, mieux faire connaître les missions assignées à cette institution et les facilités qu'elle offre aux usagers. Monkunda Biré. La Direction générale des libertés publiques et des affaires politiques veut mieux organiser et dynamiser le milieu associatif. Elle a créé le guichet unique des associations qui aura entre autres objectifs de fédérer l'ensemble des structures intervenant dans le traitement des dossiers d'association, mais aussi réduire le délai de traitement des demandes des récépissés. Actuellement, il y a un service de conseil et d'assistance aux associations. Cela est très important parce que avant de déposer le dossier, vous êtes sûr. Si vous arrivez à déposer, vous serez sûr que le dossier est bon. Parce qu'il ne servait à rien, de par le passé, on recevait les dossiers comme ça, un peu silencieusement, sans échange et sans dynamisme avec les structures associatives. Cette conférence a aussi permis à l'Office national d'identification de présenter le nouveau format sécurisé des récépissés d'association qu'il a conçu à la demande de la DGLPAP. Je peux vous rassurer ici que nous avions pris les dispositions de routine pour que ce document ne soit pas falsifiable. La création de ce guichet fait suite à la loi 064/2015 CNT portant liberté d'association. Et les responsables de la DGLPAP se donnent jusqu'au 31 décembre 2017 pour le recensement et la régularisation des associations et ONG sur l'ensemble du territoire. Les premiers récépissés sont quant à eux attendus pour ce 22 août 2016. Un seul monde sans faim, manger à sa faim, et oui, c'est possible, à condition que tous, hommes et femmes, aient un égal accès au foncier, ce qui a donné naissance à un projet piloté par la fondation Konrad Adenauer. Explication, Isaka Ouedraogo et Nathalie Sawadogo Nabaloum.
Améliorer les conditions financières et sociales des femmes burkinabées, c'est la vision de ce projet dénommé « Un seul monde sans fin, les droits fonciers des femmes en Afrique de l'Ouest ». Initié par la Fondation Konrad Adenauer, ce projet est mis en œuvre dans 5 pays de la sous-région. L'autre but est d'abord donner assez de l'information aux femmes pour qu'elles sachent quels droits ils ont pour recevoir de la terre, pour la cultiver et pour y rester surtout. Deuxièmement, nous aimerions bien aussi mener les dames aux actions pour qu'elles se battent, pour qu'ils luttent aussi pour leurs droits. Pour le coordonnateur du projet, le Burkina Faso est en avance avec les textes, mais leur application pose problème. Nulle part il n'est écrit que la femme n'a pas accès à la terre. Mais lorsque vous allez dans la réalité, on se rend compte qu'il y a des couacs. Surtout en ce qui concerne les lieux aménagés, comme quand vous prenez DIN, ça au moins avec le MCA on a fait beaucoup d'efforts et c'est ça aujourd'hui qui peut être utilisé comme, si vous voulez, une base de référence pour nous permettre d'avancer. La durée du projet est prévue pour 3 ans. Autre point de l'actualité, les enseignants du supérieur des pays de l'UEMOA à l'école de la didactique, une formation voulue par le cabinet africain d'études et de recherche pour le développement et l'UEMOA en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement dans nos universités. Ismaël Diloma-Sirima. Ces 192 enseignants et chercheurs venus de la sous-région sont désormais mieux outillés pour donner des cours dans les universités. Durant 12 jours, ils ont bénéficié d'une formation en didactique portant sur les domaines tels les sciences de la santé, de l'économie et de l'agronomie. C'est très important parce qu'on aura un support pédagogique pour pouvoir enseigner d'une façon selon une harmonie sous-régionale. Ce séminaire de formation va aussi permettre de guider les étudiants vers des filières pourvoyeuses d'emploi. Vraiment, c'est travailler à l'amélioration du profil des produits de l'université en termes d'employabilité pour que ceux qui sont formés ne viennent pas grossir le rang des chômeurs parce qu'ils auront appris des choses qui ne correspondent pas à des besoins réels sur le marché de l'emploi. Donc la question de l'employabilité et le profil expert des formés est apparu comme un élément clé. Le but de cette formation est de permettre aux enseignants de mieux appliquer la réforme licence master doctorat dans les universités des pays membres de l'UEMOA. Et pour ce faire, des unités d'encadrement pédagogique pour l'enseignement supérieur vont être mises en place pour guider le corps professoral. Rupture, c'est ce que l'on dira de la session 2016 des concours directs de la fonction publique. Ce sont les candidats eux-mêmes qui le confirment cette année. Ceux qui ont vraiment le niveau vont réussir, car les épreuves administrées font plus appel aux tests de niveau qu'aux tests psychotechniques. Isaka Ouedraogo, Oumoussissé, reportage. Le test psychotechnique, la bête noire de nombreux candidats au concours direct de la fonction publique. Une matière redoutée. Pour cette session 2016, des changements ont été apportés dans l'élaboration des épreuves. Une initiative qui n'est pas pour déplaire aux candidats. J'ai commencé à faire le concours depuis 2006. Cette année, on a remarqué ça. Il y a moins de tests psychotechniques. Ce qui est là, c'est le test de niveau. C'est là-bas qu'ils ont mis l'accent. Le genre dessin façon là, il n'y a pas ça cette année. Psychotechnique là, ça c'est compliqué. Tu sais pas, il faut caracoler. Alors que si c'est les tests de niveau là, voilà, c'est ce que tu connais, que tu écris. Là-bas, il n'y a pas à badiner quoi. C'est ça ou bien c'est pas ça. Pour ces candidats à l'emploi, le test psychotechnique ne reflète pas leur niveau réel. C'est ma 5e fois de faire le concours direct de la fonction publique. Il y a moins de psychotechnique et surtout les psychotechniques, ils le font réellement au français. Comme on a changé maintenant, on sait que bon, je dois passer tel concours, je sais que je dois bosser ce que j'ai commencé. D'habitude, quand on bosse, on vient, on prend des psychos. C'est bien, ça nous amène à réfléchir, mais bon, ça n'a rien à voir avec les concours. Si tous ont été surpris de la nouvelle formule, ces candidats espèrent que dans les années à venir, l'accent sera plus mis sur le test de niveau. Et en attendant les résultats,
Il croise les doigts et compte sur la providence divine pour être parmi les admis de la session 2016. Saison pluvieuse, période cauchemardesque pour les usagers des routes dans la ville de Sia. Les autorités communales en sont bien conscientes. Elles prévoient le démarrage des travaux de bitumage ou de réhabilitation de 91 km de route d'ici fin 2016. Plus de précisions avec Lamine Karantao et Moussa Sanon. Des nids de poules et des flaques d'eau un peu partout sur les routes, c'est le triste visage que présente Bobo Dioulasso en cette saison de pluie. Un petit tour sur cette voie qui mène au CMA de Dafra, au village de Léguima et au cimetière route du même nom permet de prendre la mesure de la situation. Vu de l'état de la voie, avec des malades, franchement dit, c'est pas facile. S'il faut transporter une femme enceinte sur cette voie, elle risque d'accoucher avant d'arriver à l'hôpital même. Surtout le pont là ici. Pont là, ben la veine, bon, ils se comptent quoi. On veut qu'on a qu'à guidonner ça. Bon, vous-même, vous dites qu'il y en a 5 mois devant nous là-bas. Du côté de la direction des services techniques municipaux, l'on est bien conscient de l'état de cette route du CMA de Dafra. Nous sommes effectivement au courant des difficultés qu'il y a sur ces voies-là. Et ce que nous proposons comme solution, parce qu'il y a eu en début d'année, après l'installation des maires, nous sommes allés vers l'autorité centrale, donc la mairie de Bobo, de concert avec le pouvoir central, est en train de réfléchir pour voir comment reprofiler cette voie-là et pour rendre confortable la mobilité urbaine. Je crois que d'ici la fin de l'année, quelque chose est prévu pour cette voie-là. Outre cette route du CMA de Dafra, la commune de Bobo Dioulasso a un projet, le bitumage ou le reprofilage de certaines routes dans les centres-villes et les quartiers périphériques. 91, c'est le kilométrage de ces voies prévues et dont les travaux devraient commencer d'ici là. On met à présent le cap sur Dori dans la région du Sahel. L'arrivée, n'hésitez pas à goûter au yaourt ou au gapal made in Dori. C'est fait à base de lait naturel. Mais quel est le processus de production de ces aliments de plus en plus prisés par les Burkinabés? Retrouvons sur place à Dori Yacouba Ouedraogo et Joseph Bambara. Tout commence dans les villages environnants comme Koria, situé à 12 km de Dori. Ici, dès les premières lueurs du jour, ces bergers se rendent dans ces broussailles afin de paître et traire leurs vaches. Le lait ainsi recueilli est en partie consacré aux besoins domestiques et le reste, la grande partie, est transporté vers la métropole régionale. Chaque vache qu'on traite, le lait sert à l'alimentation et à la vente. Une fois qu'on enlève la quantité nécessaire pour la famille, les femmes transforment le reste en lait caillé et partent vendre à Dori. Une fois entre les mains de cette dame, le lait brut collecté dans les localités et villages adjacents est traité avec soin. Et ce, dès que le lait franchit la porte de ces laiteries. On fait le texte, regardez s'il y a de l'eau ou il n'y en a pas, ou bien si c'est bon, c'est pas bon, avant de mettre dans le feu. Passé cette étape qui permet de s'assurer de la qualité du lait, le liquide blanc est mis au feu. On bouillit ça maintenant, on met dans le frigo. Ceux qui veulent le frais, ils vont payer. Une fois ces différentes étapes franchies par le lait naturel, il sera transformé en différents produits dérivés, tels le yaourt et le gapal, qui font le bonheur des Doriens et de bien de Burkinabés. Attention, un troupeau de 140 bœufs intoxiqués le week-end dernier à Namungu, à une cinquantaine de kilomètres de Fada. 8 d'entre eux sont morts sur place et par prudence, depuis lors, le restant du troupeau est immobilisé. Constat des dégâts avec Mahamadi Ouedraogo. Voici ce qui reste des 8 bœufs incinérés samedi dernier sous l'œil vigilant des services vétérinaires et des forces de l'ordre de Tanwalbougou. Précédemment gardés dans cet enclos de transhumance, les 140 têtes avaient pour destination le marché à bétail de Fadangourma. Les hypothèses des services vétérinaires laissent entendre que les bœufs sont morts suite à une intoxication. Nous sommes sur un couloir de transhumance que vous avez vu et à l'herbicide. Nous avons même les sachets que hier nous avons pris. Même si ce traitement n'est pas à l'origine, ce traitement n'est pas correct puisqu'il est d'abord situé sur le couloir.
Le producteur de ce champ reconnaît avoir pulvérisé le site avec des pesticides non homologués avant le passage des animaux. J'ai pulvérisé ce site avec de l'herbicide pour repiquer du mil. J'ai payé le sachet à 600 francs au marché. Je ne savais pas que c'est dangereux pour les animaux. À l'heure actuelle, ce tronçon à bétail est fermé. Nous avons mené des concertations et ensemble nous avons défini une voie de contournement afin que les animaux ne passent plus sur la zone qui a fait l'objet donc du problème. Selon le directeur provincial des ressources animales du Gourmand, sur le restant des 140 têtes, des prélèvements sanguins ont été faits et transférés au laboratoire national d'élevage de Ouagadougou pour de plus amples analyses afin de déterminer les véritables raisons de la mort des animaux. Dans cette édition, nous parlons également des journées culturelles burkinabées en Côte d'Ivoire tenues fin juillet à Abidjan. C'est une initiative du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme pour mieux valoriser la culture burkinabé dans ce pays voisin. Des journées sur fond de musique et d'exposition de produits made in Burkina. Hier, le département de Taïroubari a fait le bilan de ces journées culturelles aux hommes de médias, un bilan jugé satisfaisant. Le point avec Yafama Rojekam et Aruna Mari. Le potentiel culturel du Burkina était à l'honneur du 28 au 30 juillet dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est à la faveur des journées culturelles burkinabées, un rendez-vous qui se veut un trait d'union entre la mère patrie et la diaspora burkinabé résidant au pays de Fouette-Boigny. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dresse ici le bilan de ces journées. En termes de participation, nous avons quand même pu mobiliser une vingtaine d'artistes musiciens. Voilà, une dizaine venus du moins de Burkina, voilà, et une dizaine du côté de la Côte d'Ivoire, voilà, composé d'artistes de la diaspora burkinabé, tout comme d'artistes ivoiriens, voilà. Donc pour ce qui concerne les artistes plasticiens, effectivement, il y avait plus d'une quinzaine d'exposants, voilà, aussi bien en art plastique qu'en art culinaire. Une cinquantaine de personnes convoyées depuis Ouagadougou ont effectué le déplacement d'Abidjan. Les journées culturelles burkinabées en Côte d'Ivoire se tiennent après celles tenues en 2014 à Ouagadougou par les Ivoiriens. Elles s'inscrivent dans la dynamique de la mise en œuvre du volet culturel du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, un traité signé en juillet 2008 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, c'était là notre version de l'actualité. Merci pour votre attention et surtout pour votre fidélité toujours renouvelée sur la RTB. Bonne suite des programmes de la télévision du Burkina.